dans cet espace d'échange et de débat préparé par les équipes de la Fabrique d'images citoyennes. Pour ce premier numéro des débats de la Fabrique, nous nous intéresserons au traitement de l'information dans les quartiers. Vaste sujet qui nous concerne tous sur notre relation à l'autre et à la société. Comment et dans quelles circonstances les médias traitent-ils de ce territoire à part entière, mais pourtant entièrement à part? Quelles sont Quelles en sont, les représentations, les acteurs et les images véhiculées? Est-ce que la ségrégation socio-spatiale inhérente au gros ensemble, se retrouve aussi dans les médias? Comment les habitants des quartiers prioritaires prennent-ils en main leur image et donc leur destin sur ces questions? Nous serons donc ensemble pendant plus d'une heure pour répondre à toutes ces interrogations. Nous avons quelques invités et nous vous remercions infiniment d'être présents avec nous aujourd'hui. Je vais commencer à ma droite par Monsieur Pepiang Touvdi. Bonjour Pepiang. Bonjour Sébastien. Pepiang, donc tu es coordinateur de Prodcité et aussi réalisateur de documentaires, inscrit dans la ville Tourangelle depuis de nombreuses années. Tu connais le tissu associatif parfaitement, donc tu vas nous être d'une grande aide. Merci à toi. Alors on a ensuite, tout à côté, on a Sophie Pécresse. Sophie, bonjour. Sophie, tu es médiatrice culturelle à l'espace Passerelle. Tu contribues notamment à l'édition de, on appelait ça Sanit Tam Tam, mais maintenant c'est Info. Sani Info, Sanit. Sanit Info, donc le magazine du quartier du Sanitas. À ma gauche, on a Yasmine Assouni. Bonjour Yasmine. Yasmine, donc tu es directrice adjointe du centre social Pluriel, situé dans le quartier du Sanitas. Et donc on te remercie pour ta présence. Ensuite, juste à côté, on a Johan Gillet, je commence déjà bien. Johan Gillet, donc toi tu es journaliste plutôt télé et radio, formé localement ici à l'EPJT, l'école de journalisme de Tours. Auteur et réalisateur de nombreux documentaires, tu as notamment travaillé sur les problématiques d'extrême droite avec Serge Moati, mais pas que, de nombreux documentaires. Tu es aussi président d'Epsilon, c'est une société spécialisée dans l'expression publique. Donc pour commencer, je vais vous lancer un petit peu la petite thématique. Pour commencer, je vais vous parler par exemple du dernier rapport de l'Arcom. Vous l'avez tous, l'Arcom. Donc pour ceux qui ne l'ont pas en face, l'Arcom, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle, l'ex-CSA. Donc son rapport était intitulé « La représentation de la diversité de la société dans les quartiers », dans les médias, pardon, je me mélange les pinceaux. Donc dans ce rapport, en fait, il est fait état qu'à la télévision entre 2018 et 2023, les habitants des quartiers populaires n'étaient représentés qu'à hauteur de 5% en moyenne. Et lorsqu'ils l'ont été, la plupart des personnes, donc dans ces 5%, en fait, à hauteur d'une personne sur deux était sans emploi dans la télé. Je précise aussi qu'en 2023, les banlieues ont été représentées à hauteur de 10%. Donc en une année, ça a été multiplié par 2. On pourrait croire que c'est une bonne nouvelle. Mais cela correspond en fait à la couverture médiatique des émeutes de juin 2023 suite à la mort du jeune Naël Merzouk qui a été tué à Nanterre par un policier. Donc voilà, j'aimerais commencer déjà par vous faire réagir sur ce constat et sur ces chiffres. J'ai envie de commencer par Monsieur Pepiang Touvdi. Merci en fait pour cette introduction. 5% en fait, à la télévision, je pense que c'est une insulte en fait finalement. Quand on regarde cette diversité des propos, diversité d'actualité, il y a beaucoup de belles choses qui se passent en fait dans l'espace, donc dans ces quartiers-là en gros. Mais malheureusement, il n'existe pas, je dirais, des médias en fait dédiés à ces quartiers. Quand je dis dédiés à ces quartiers, des médias en fait des proximités qui sont en fait au plus proche des habitants. Et il y a aussi la notion de la représentativité en milieu journalistique. C'est qui pose aussi problème finalement quand on regarde la télé aujourd'hui et quand on rentre dans une classe en fait à l'école primaire, on voit tout de suite en fait ce bascule en fait de représentativité. Et peut-être que il faut pas imposer, mais il faut en fait réguler. Peut-être c'est là où le rôle en fait de l'Arcom devient primordial. Mais aussi il faut que les habitants eux-mêmes en fait arrachent les micros, arrachent les caméras et racontent leur histoire en fait comme il se doit finalement. Finalement, c'est un peu ce que tu fais toi avec Wanted TV. C'est la démarche en fait, en tout cas. C'est cette envie qui nous a poussé aussi à un moment donné de pouvoir voilà, s'impliquer dans une démarche en fait associative
mais aussi citoyenne, hein, en travaillant en fait avec aussi les acteurs du territoire, mais aussi en formant en fait les jeunes à l'outil médiatique. Donc ça passe par l'éducation à l'image, ça passe aussi par la sensibilisation sur la thématique en fait journalistique et aussi pousser les jeunes en fait à aller s'inscrire à l'école de journalisme. Parce que eux, ils seront en fait les acteurs de ces quartiers-là, pas d'autres personnes en fait finalement. En 2005, on a 5% que de représentativité et pire, des demandeurs d'emploi, Ouais, un de tour de un peu un tour de marginalisés en fait finalement et c'est un peu dommage finalement. Ouais. Alors Johan, j'ai envie de te faire réagir sur ça. On parle de formation d'école de journalisme. Justement, tu as été formé à l'école de journalisme de Tours, hein. Depuis, le parcours professionnel s'est étoffé. Durant ta carrière, est-ce que tu as pu noter un peu voilà, ce constat-là fait Bah oui, c'est très clair, c'est-à-dire que dans l'enseignement supérieur, les inégalités se reproduisent plus que jamais. Plus que jamais parce qu'il y a des concours, et le concours est lui-même le résultat de la chance dont tu disposes à la base, dans la capacité à étudier correctement dans un environnement privilégié. Alors privilégié, il ne faut pas s'imaginer que tous les journalistes vivent dans une tour d'ivoire, c'est pas ça. Mais privilégié veut dire déjà qu'il n'est pas perturbé au quotidien par des éléments sociaux qui viennent compliquer l'existence. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est une mécanique qui remonte à la racine. La racine, c'est quoi? Déjà, on parle des quartiers. Rien que là-dedans, il y a un problème. Tout le monde comprend ce qu'on dit quand on parle des quartiers. Alors que des quartiers, il y en a partout. Il y a le quartier des Prévendes, il y a le quartier du Sanitas, il y a le quartier cathédrale, etc. Mais quand on dit quartier, ce terme générique veut dire les gens qui n'ont pas beaucoup de sous et qui sont dans des difficultés sociales. On entend tout ça comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que notre pays a fait en sorte que les quartiers soient des quartiers sociaux, de classe, quoi, en fait. En gros, pour le dire très clairement. C'est d'abord un problème d'urbanisme, c'est un problème de projet social. On ne pourra pas. Vous savez, il y en a qui se sont essayés, et je ne leur jette pas la pierre, je veux dire, chacun essaie de trouver les solutions là où elles sont en faisant un état des lieux, mais il y en a qui ont essayé de faire ce qu'on appelle la discrimination positive, qui pose aussi d'autres problématiques, parce que par exemple, mais qui dit discrimination positive dit discrimination, donc identification, donc séparation. Ça veut dire que comment est-ce qu'on peut réussir de toute façon à penser un projet commun si déjà on arrive à voir ce qui nous sépare? En République, on devrait voir ce qui finalement nous uniformise, pas au sens de nous faire perdre notre identité, mais finalement qu'il n'y ait plus de marqueurs sociaux. Donc quand on fait de la discrimination positive, ça veut dire qu'on se dit, tiens, toi tu corresponds à tel critère, donc. Voilà. Donc il y a déjà un problème de base sur le serment, le contrat républicain qui doit être le nôtre. Alors comment est-ce qu'on le résout? Parce que c'est facile de faire des constats comme je le fais là, c'est les solutions qui nous intéressent surtout. Je crois que puisque nous en sommes là, il y a d'abord une solution, c'est qu'effectivement, on essaie de redonner un terme beaucoup plus générique au mot quartier. Quand on parle des quartiers, on parle de tous les quartiers de la République, quel que soit leur statut social. Donc déjà qu'on change de vocabulaire, ça passe par le langage. Ensuite, effectivement, qu'on essaie de pousser nos collègues à ne pas parler que des émeutes, mais à être intrigués par la réussite discrète. Et la réussite discrète n'en est pas moins pertinente et impactante pour la République, hein. Vous savez, j'ai grandi moi avec une nourrice qui était une dame extrêmement modeste, et j'ai toujours dit que c'était la plus grande républicaine que j'ai jamais eue, puisque c'est elle qui a rassemblé des enfants de toutes origines ensemble. Ça, c'est un acteur républicain. Donc changeons notre regard, notre manière de faire, notre manière d'aller filmer, en essayant de ne pas penser discrimination positive, en pensant passerelle, quoi, en gros, d'une certaine manière. bien, on rebondit du coup tout de suite voilà, sur Sophie. Très joli. Merci. Quel joli lancer, Sophie. Sophie, comment vous, déjà, vous percevez, vous êtes photographe, hein, vous cadrez les gens, voilà, vous êtes, voilà, vous captez les moments, les instants. Comment, vous, dans votre métier et puis aussi dans vos fonctions associatives, avec ce magazine du Sanitas, comment en fait vous percevez ces choses-là? C'est pour ça que sur cette base-là que vous avez créé, accompagné en tout cas la création de ce magazine? Alors, c'est pas nous qui l'avons créé. En fait, Sanitas Dance, ça existe depuis très très longtemps. Et on l'a repris avec le centre social et les associations du quartier pendant le confinement, pour informer en dehors de l'informatique, etc. Et puis après, on a voulu continuer en faisant un journal particulièrement citoyen et associatif. Donc, c'est pas nous qui écrivons, mais on attend que les habitants nous envoient les articles. Il y a une petite chose que je voudrais quand même souligner tout à l'heure. Bon, effectivement, on parle des quartiers très très peu dans les médias, mais comme tu dis, on parle assez peu aussi non plus d'autres quartiers. En fait, qu'est-ce qui fait le média là actuellement? C'est le fait divers, c'est le fait gros, quoi. C'est l'impression que ce qui va être le plus dramatique va toujours être le plus vendable. Donc c'est peut-être un peu ça que j'ai envie de dire par rapport aux médias actuels.
on parle des banlieues ou des quartiers populaires parce qu'il y a une émeute. Mais effectivement, on parle aussi d'un incendie, si ça doit avoir lieu aux prébendes ou s'il y a un vol, quelque chose. Mais on ne parle pas des choses qui sont bien en prébende, on ne parle pas des choses qui sont bien au Sanitas non plus, quoi. Il y a quand même ça a toujours été, mais en ce moment, ça l'est particulièrement peut-être un peu avec toutes les possibilités médiatiques qu'on a, de montrer le gros événement dramatique qui va sensibiliser soi-disant le public et faire monter les ventes ou les chiffres. Oui, c'est une logique commerciale en fait que vous dénoncez. Après, la marge. Oui, Enfin, beaucoup, oui. oui, beaucoup. Effectivement. Alors, Yasmine, je me retourne vers vous parce que vous êtes au cœur du Sanitas et en plus dans le centre social du Sanitas. Quand vous avez affaire à des jeunes comme ça, quel est leur ressenti par rapport aux médias, au journalisme, à l'image tout simplement, et l'image qu'ils pensent renvoyer d'eux-mêmes et qu'ils peuvent constater du fait de leur origine sociale? C'est bonne question. Après, oui, les jeunes, comme on voit dans d'autres quartiers, c'est toujours des mauvaises personnes, des jeunes du quartier. Ils font les mauvais choix, ils vont pas à l'école, ils travaillent pas, etc. Donc, c'est vrai que tout ce qui est médias, les médias, comment je peux dire, Mainstream? sur le quartier, il se passe beaucoup de choses, plein de belles choses. On a eu une histoire récemment où il y a un jeune qui a été tué, malheureusement. On a eu une mauvaise information dans les journaux, du coup ça a mis une mauvaise image sur le jeune. Donc nous, avec les associations, Vous pouvez les développer un familles, peu pour ceux qui ne savent pas? Farrell, Non? Oui, voilà, qui a pareil. été tué, on a parlé de drogue, etc. Mais c'était une querelle. Donc après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a essayé de mobiliser la famille, les amis pour justement montrer aux médias que ce qui avait été dit, c'était pas ça en fait. Parce que au final, ce qui est écrit, ce que les gens, peu importe où ils sont, si on met drogue, Sanitas, ça va aller. Sanitas plus drogue, c'est normal, c'est au Sanitas, quoi. C'est un quartier et c'est comme ça, et c'est tous les jeunes comme ça. Mais non, en fait, oui, ils sont révoltés. Les jeunes sont révoltés. Il ferait bien de traîner dans les autres quartiers, ils en trouvent. Oui, ils vont en trouver même plus, Ouais. j'ai envie de dire. Ouais. La réponse reste la même, finalement. Que les gens changent leur regard sur les quartiers et ça passe par les médias. Alors, je vais apporter une petite précision, hein. Suite à ces émeutes en 1981, il y a eu une marche, hein, la marche pour l'égalité et contre le racisme, hein, qui a été dite, appelée par les médias justement, marche des beurs, hein. Donc aujourd'hui, on ne verrait pas une marche se faire appeler marche des Noirs, marche des beurs, ça n'existerait plus aujourd'hui. À l'époque, ça a été qualifié comme ça par les journalistes, donc ça racontait déjà quelque chose, hein, sur la relation journalistique et population des quartiers. Donc il y a eu cette fameuse marche, hein, c'est un curé et un responsable associatif, hein, ils sont partis à quelques dizaines, ils sont arrivés à 100 000 à Paris, donc c'est quand même pas rien. C'est ce qui a aussi provoqué la création de la politique de la ville, hein, ce qui donne aujourd'hui l'ANRU, hein, la politique de rénovation urbaine de tous les quartiers. Et SOS Racisme également, qui a été créé. D'après les gens qui ont marché, c'était un dévoiement, hein, des idées de la marche, puisque l'origine, c'était surtout le problème, hein, c'était un problème urbanistique, hein, social et urbanistique, et pas tant de racisme. Donc il y a une forme de dévoiement avec la création des SOS Racisme, c'est le Parti Socialiste qui l'a créé, je le rappelle. Voilà. Donc moi, voilà, j'ai envie de vous faire réagir par rapport à ça, peut-être, Johan? Oui, c'est le début de Touche pas à mon pote. Et en fait, Touche pas à mon pote, c'est complètement résumé par ce qu'on a vu dans ce reportage. C'est-à-dire, s'ils viennent nous voir, ils vont comprendre. Et je crois qu'on est encore sur ce terme de passerelle, parce que c'est complètement ça. Aujourd'hui, même regardez dans les campagnes électorales, nous sommes à quelques mois d'une campagne électorale, c'est le moment où beaucoup de politiques vont commencer à sortir, c'est comme les escargots. Quand il pleut, ils sortent, et les politiques, c'est quand il y a des élections. Je suis méchant parce que je suis ami avec beaucoup de politiques, mais il y a un petit peu de ça. Et surtout, qu'est-ce qu'ils font les politiques? Ils vont par quartier. Et ils ciblent en fonction de ce qu'ils ont compris de la sociologie de chaque quartier. Et donc, ils changent de discours en fonction des problématiques de chaque quartier. Le jour où les quartiers seront mélangés, soit urbanistiquement, soit parce qu'on pensera à la population globale, il y aura déjà une différence aussi dans l'approche, parce qu'on ne sera pas ce que l'on est dans le regard de l'autre, hein. C'est-à-dire, le communautarisme, il existe chez tout le monde, hein, c'est pas que dans les quartiers, hein. Je veux dire, le communautarisme, il est très présent dans tous les quartiers de Tours. C'est pas le même communautarisme à chaque fois, c'est juste ça. Et le problème, c'est que si les politiques nous parlent en miroir de cela, ils n'arriveront jamais à faire cette passerelle, à cette unité-là. Moi, je trouve que le témoignage, il
Il est fort parce que les mots étaient forts et il est fort parce que ce monsieur pourrait avoir 20 ans aujourd'hui, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est terrible. Et est-ce que nos quartiers ont vraiment changé? Il y a eu l'ANRU. Moi, avec LCI et avec Serge Moati, à l'époque, on avait fait effectivement des films pour l'ANRU pour montrer la politique de rénovation des quartiers. C'est vrai que mettre une bibliothèque à un moment donné, c'est là aussi une forme de passerelle vers quelque chose. Et je me souviens d'une jeune fille qui disait maintenant je peux m'échapper un petit peu de chez moi, non pas qu'elle y était embêtée, enfermée, mais m'échapper au sens aller lire, me poser, aller dans un endroit où je peux lire. Quand vous savez qu'à 3 ans, par exemple, les enfants de ce qu'on appelle les quartiers prioritaires naviguent avec 500 mots à peu près, et que dans des quartiers privilégiés, ils sont déjà à plus de 1000 mots, il y a un problème de base. Comment voulez-vous que les personnes s'expriment correctement si déjà ils n'ont pas la possibilité d'avoir accès au même nombre de mots, donc à la même construction des idées? Et ça passe déjà aussi par la question du langage qui doit être accessible à tous, partout, de la même manière. C'est un projet républicain et il faut arrêter pour ça de segmenter les quartiers. Et j'aimerais en fait rebondir. Est-ce que la solution, elle est purement politique? Bien, il y a plusieurs solutions, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens ici au sein de votre télé et de l'association qui l'environne qui savent déjà répondre à ces questions. Et je crois qu'il y aura quelqu'un tout à l'heure qui en parlera. La question, c'est qu'effectivement, on ne peut pas tout attendre des politiques. Non pas que je dise qu'on soit coupable de quoi que ce soit si on ne le fait pas, mais parce que de toute façon, si on attend tout des politiques, on va pouvoir attendre très longtemps. Donc il y a la capacité effectivement de s'emparer des problématiques. Je pense par exemple, on parlait du Sanitas, à l'association Naturellement Citoyen. Et là encore, je rebondis sur le reportage qui est vraiment pour moi très éloquent et très touchant d'ailleurs, ce monsieur qui disait je fais avec ce que j'ai eu d'éducation pour pouvoir m'exprimer. Comme quoi des fois avec peu de mots on peut dire beaucoup de choses. Un peu du mal à s'exprimer, ça a l'air de l'agacer même. Et ça l'agace, mais ça agacerait, mais c'est un outil de liberté. Et je pense par exemple à Hakim Akaray, qui fait partie de cette association Naturellement Citoyen, qui avait emmené les jeunes, au moment du 14 juillet, rencontrer les autres jeunes qui faisaient le service civique par exemple. Et ces jeunes-là pensaient que c'était pas du tout pour eux, que c'était un autre monde. Quand d'un coup ils ont compris qu'ils parlaient en fait la même langue, qu'ils partageaient les mêmes rêves, les mêmes désirs, ils se sont dit en fait c'est nous, eux c'est nous. Donc en fait il y a un moment il y a juste ça quoi, se mélanger. Enfin ça paraît idiot, hein, ça fait peur, mais il faut. Alors Yasmine, justement, dans le centre social, c'est peut-être l'endroit où on se mélange le plus, hein. On arrive de plusieurs endroits et on se rencontre. Est-ce que vous reconnaissez peut-être des jeunes d'aujourd'hui à travers les paroles de ce monsieur qui doit être à la retraite aujourd'hui peut-être? Bien sûr. Après, oui, ces jeunes-là, on les retrouve au centre social pluriel, mais on les retrouve partout ailleurs. C'est comme disait Pépiang, c'est que ça n'a pas évolué depuis 88, je crois. Ça c'est 80. 81, donc ça fait plus de 45 ans. Donc oui, les jeunes, ils ont exactement les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes désirs. Après, oui, après, il faut leur laisser un peu plus d'ouverture, plus d'espace, plus de moyens surtout, pour qu'ils puissent s'exprimer beaucoup plus, quoi. Sophie? Oui, puis l'éducation, hein, moi je crois très fort, hein, amener, de leur donner la possibilité d'apprendre, de savoir, parce que le nombre de stagiaires que je vois passer, Espace Passerelle, enfin de lycéens ou de collégiens même qui ne trouvent pas de stage, ben déjà parce qu'ils ont un nom bizarre et qu'ils viennent du Sanitas, c'est un peu compliqué ça. Donc déjà, si on ouvrait un peu plus les portes, ça pourrait être pas mal, je pense. Alors, est-ce que dans ce on voit ce reportage hein, de ce journaliste qui a pris quand même 5 minutes de reportage, c'est énorme hein, pour un journal télévisé. On voit qu'il a été dans des conditions calmes, il est venu à la rencontre d'eux. C'est quelque chose qu'on voit pas tellement aujourd'hui en réalité, hein. Là, c'est un peu l'équivalent de la cage d'immeuble hein, avec les mecs qui fument un peu tout. Voilà, bon. Je crois pas qu'aujourd'hui on ait vu récemment une image comme celle-ci. Ce que ça induit, est-ce que c'est pas une responsabilité aussi de la part des médias dans cette caricature, dans ces préjugés qui sont développés à travers les images hein, on le voit, hein, c'est toujours les voitures qui boulent. Lors des dernières émeutes hein, en 2023, voilà, merci. Ici, on a essentiellement vu des choses brûler, mais on n'a pas entendu beaucoup finalement les quartiers. Je ne sais pas si vous avez des témoignages, si vous avez en mémoire. Les médias, qu'est-ce que ça englobe maintenant les médias? Juste la télé et les journaux et la radio? Tu ne mets pas les réseaux sociaux dedans? Parce que je crois que la télé, en fait, il y a plus grand monde qui regarde la télé. La radio, oui, ça doit fonctionner encore un petit peu, mais je ne suis pas très sûre. Et c'est surtout beaucoup d'informations qui passent par les réseaux sociaux.
Et là, je crois qu'il y a un melting pot de choses qui sont amenées dans ces réseaux sociaux. C'est pas que l'image négative du quartier, quoi. C'est tout est là. Après, il faut voir l'influence que peut avoir sur l'individu propre et les informations qui sont véhiculées, comme tu disais tout à l'heure, avec TikTok. Mais moi, j'aimerais bien savoir où est la place en fait du journaliste. Où est-ce qu'on le trouve, le journaliste? Celui qui peut raconter ces choses-là, qui peut parler du quartier. Des bons journalistes, ça existe, heureusement. Malheureusement, là, aujourd'hui, dans les télévisions, je dirais mainstream, je ne vais pas citer en fait les noms, on les connaît tous, hein, qui diffusent en fait en boucle l'information et des récits totalement négatifs et néfastes à notre humanité. Et moi, je pense qu'il y a ce socle-là, je dirais, médiatique qui est servi et produit par des multimilliardaires, en fait, voilà, qui achètent des chaînes et qui font en fait ce qu'ils en veulent. Sauf qu'il y a pas de régulation finalement. Et malheureusement, une grosse partie de notre société se retrouve à consommer en fait ces images, ces récits qui sont totalement négatifs. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une autre culture en fait de l'image et des propos qui se produisent en ligne sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur Instagram. Les jeunes, ils s'accaparent en fait l'outil médiatique et qui racontent en fait une autre histoire. Et je pense tant mieux, même si il y a une éducation en fait à l'image et à l'information qu'il faut accompagner pour que ça soit un peu plus lisse, je dirais, en termes de contenu. Mais ça existe, les réseaux existent, il y a un autre propos qui est raconté. Et les gens fuient aussi la télévision parce qu'ils n'en peuvent plus, en fait, finalement. Et c'est aussi dû à ça. Depuis 10 ans, 20 ans, je pense, il y a des gens qui ont totalement supprimé la télévision en fait, chez eux, parce qu'à un moment donné, il y a que du négatif, quoi, la télévision. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une défiance vis-à-vis des élites tout court? Et les journalistes, dans la tête de beaucoup de gens, sont de plus en plus considérés comme des élites. Ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre nous, les journalistes, hein, on ne sommes pas l'élite, hein, on est comme tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu ce rapport-là, un peu biaisé entre les éditorialistes, les journalistes, qui les uns donnent leur opinion, les autres font leur travail? Voilà, j'ai envie de me retourner vers Yoann qui quand même connaît bien ce milieu de la télévision. On est rentré dans l'heure de la grande confusion, ça c'est sûr. Mais parce qu'il y a eu aussi une démocratisation de l'information. Donc aujourd'hui, ceux qui disent la vérité sont ceux qui, a priori, ne sont pas soumis à un pouvoir quelconque. C'est ça dans la tête de beaucoup de gens. Bon, malheureusement, s'il suffisait de ne pas être dans les hautes sphères pour être vertueux, ça se saurait. Donc évidemment, aujourd'hui, on trouve de tout et n'importe quoi, évidemment, sur les réseaux sociaux. Donc n'est pas journaliste qui veut. Normalement, c'est quand même une formation, hein, le journalisme. Donc on apprend à hiérarchiser, on apprend à vérifier plusieurs fois, à recouper les sources. Enfin, vous savez ça par cœur, tu sais ça par cœur, Sébastien. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, oui, le fait de voir en permanence des journalistes, par exemple politiques, qui sont en permanence à côtoyer des politiques, ne peuvent que nourrir effectivement le soupçon d'une collusion, ou en tout cas d'appartenir à une même sphère, même si de temps en temps ils se font des gros yeux, ou ils se disent des mots pas gentils. Mais en tout cas, ça sonne pas, enfin, c'est-à-dire que ça n'est pas... Je me souviens de Balavoine qui, face à Mitterrand, puisqu'on parlait de 81 tout à l'heure, sur un plateau de télé, une fois avait poussé un coup de gueule, et notamment en disant « Vous avez vu votre ministre de la Jeunesse je suis désolé, les jeunes, ils s'habillent beaucoup plus comme moi que comme votre ministre. » Enfin, il questionnait en fait la notion de la représentativité. Et aujourd'hui, je crois qu'on parle un langage qui est complètement déconnecté, surtout. Au-delà du fait d'incarner un pouvoir ou quoi que ce soit, c'est la déconnexion. On ne comprend plus. On ne se comprend plus. Il y a des codes qui ont évolué, si je puis dire, en marge d'un système qui s'est finalement refermé, replié sur lui-même, et qui fait que maintenant, c'est une aventure humaine que d'aller en zone de jeunesse ou en quartier, etc. Ça devient presque, limite presque un safari. Je trouve ça assez grossier, quoi, de voir ça comme ça. Un journaliste, normalement, il est au milieu de la population, hein, il n'est pas perché dans un bureau. C'est l'émanation de quelque chose, c'est quelqu'un qui, au quotidien, constate des choses et, à l'échelle locale ou nationale, rend compte de cela. C'est un capteur de terrain. Effectivement, comme aujourd'hui les informations, les chaînes d'information continue ont pris beaucoup de place, c'est on va sur place. On ne devrait pas aller sur place, on devrait y être. Et il est là le problème, c'est aussi un problème de centralisation. Encore un autre sujet.
Et la représentation dans les médias d'une personne interviewée, 65%, c'est le CSP+, du centre-ville. Bah, parce que les médias sont en Parce que centre-ville. les médias sont en centre-ville. Et il est là le problème. On parle de ce qui nous entoure, et de temps en temps, on va faire une petite immersion quelque part au lointain. Mais tant que la France sera complètement centralisée, eh bien, on sera dans une centralisation de l'information, donc dans une déconnexion de l'information. Yasmine, je me retourne vers vous. Simplement, voilà, sur ce constat, est-ce que vous le faites aussi également? Je ne sais pas si vous regardez la télé, si les jeunes que vous côtoyez, Après, oui. Est-ce que moi, personnellement, je ne regarde pas forcément les informations. Après, je vérifie les sources surtout parce que c'est vrai que les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils écoutent ce qu'ils voient, ils regardent ce qu'ils voient, donc ils ne vont pas chercher la source parce que c'est vrai que sur les réseaux, il y a beaucoup d'informations, mais de fausses informations aussi. Donc c'est aussi de sensibiliser et d'accompagner les jeunes à... justement, on est sur cet accompagnement-là avec l'association Fake Off pour justement accompagner les jeunes à recueillir les bonnes informations ou chercher la bonne information, comment la transmettre, etc. Donc oui, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais à peu près. Mais oui, les jeunes, il y a besoin de sensibiliser. Et, les réseaux sociaux, ça va un peu partout. Il y a trop d'informations et trop d'informations tue l'information. Et comme vous disiez, ouais, les journalistes, ils ont du mal à venir sur le terrain. vous les voyez pas souvent? Non, on a quelques journalistes qui viennent au centre social, D'accord. qui font quelques articles, de très bons articles. Sophie, avec votre appareil, vous traînez dans les quartiers de temps en temps? Alors, c'est un peu délicat de parler d'un moi en tant que photographe parce que ça fait au moins 6 ans que je n'ai presque pas touché d'appareil photo. Je ne suis plus photographe. Donc, mais ça m'est arrivé, oui, m'est arrivé très souvent même. Et quel accueil vous aviez? Comment ça se passait? Alors oui, c'est assez étonnant parce que c'était un peu cette remarque qu'on faisait au départ, oh là là, tu vas te faire tuer, casser ton appareil, etc. Et puis pas, non en fait, pas du tout. Suffit d'être assez simple et y être quoi. Enfin voilà, il y a pas de, j'ai jamais eu de soucis en fait. Alors on va bientôt conclure cette première partie d'émission. Pépiang, un regard déjà sur ce débat. Il doit y avoir en fait une connexion, moi je pense, en fait, entre les journalistes et en même temps les habitants. Ils doivent être sur le terrain. Et c'est pas parce qu'il y a un sujet, je dois y être parce que c'est une occasion pour y aller. Il faut, je pense, être tout le temps. Il faut y vivre, en fait, finalement. Et je me rappelle, on a organisé un débat il y a c'est là 6 ans sur TV Tour dans le cadre de Orienté TV émission. On se disait peut-être qu'il faut former en fait des journalistes dans une démarche aussi en fait de proximité et qu'il habite en fait totalement les villes, qu'il habite les quartiers et que ça soit une sorte comment on appelle d'une intégration totale voilà dans leur mission de journalistes. Ils ont un double travail à faire aujourd'hui finalement. En même temps, il y a cette question de démocratisation des médias en fait en ligne, les éditorialistes en fait qui se multiplient en fait sur les chaînes et du coup ça biaise totalement le travail vraiment de fond en fait des journalistes. Et donc il y a ces deux niveaux là qu'il faut trouver et peut-être voilà accompagner ça sur le travail de formation aussi en même temps et la prise de conscience en fait des médias. Accompagner leurs journalistes à s'immerger en fait dans la vie locale, dans la vie en fait plus proche des gens, tout ça. Merci Pépiang pour l'intervention. Merci à tous. Voilà, on va terminer cette première partie. C'est la fin de cette émission qui est fort intéressante, ça c'est mon point de vue. Voilà, je vous dis peut-être à la prochaine fois pour une nouvelle émission avec un nouveau thème. Et merci de votre attention et à bientôt.